En 1851, Herman Melville fait paraître le petit roman Moby Dick, ou The Whale, écrit par l'un des marins du Pequod. Le livre est le récit de la quête obsessionnelle d'Achab, capitaine du navire baleinier, pour se venger de Moby Dick, un cachalot blanc géant qui, lors d'un voyage précédent, avait avalé la chambre d'Achab. Le roman est entré dans ma vie de la meilleure manière possible. Je l'ai lu d'abord sur le tard, j'avais 17 ans, et surtout, j'avais multivisionné son adaptation cinématographique avec Gregory Peck. Forcément, le roman était supérieur au livre, même si le film était supérieur au film. Même si ce film était excellent, on en reparlera. Et très vite, il est allé se loger au très haut où il parade de mes romans de cœur. Parlons de l'auteur. Herman Melville est le troisième enfant d'une famille new-yorkaise. Il est né à New York en 1819. Étonnamment, sa carrière d'écrivain commence plutôt bien. Ses deux premiers romans, en 1846 et 1847, Tipi et Omu, vont lui donner la sécurité financière pour fonder une famille. Par contre, les romans suivants reçoivent des accueils plus mitigés, même si certaines critiques sont plutôt chaleureuses. Et bizarrement, Moby Dick est considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre américains de la littérature, va recevoir aussi un accueil très mitigé, que ce soit par les critiques londoniens que par les critiques de New York. Le livre, le roman, s'articule sur deux axes. La vie sur le Pequod, un baleinier de la fin du XIXe siècle, à la fois calme, sombre, chaleureuse, la chasse de Moby Dick. Le deuxième axe tranche avec cette vie plutôt bucolique que l'on voit dans le premier acte. Il sortira un long, ce roman sera long, comme je l'ai dit, en 1851, sous la forme de 3 petits volumes, avec le titre The Whale, la baleine. Et en octobre de la même année, ils sont réunis, les 3 petits volumes sont réunis en un seul tome, et là, il prend le titre de Moby Dick, à New York, avec quelques petites différences mineures, semble-t-il, dues à l'intervention d'un, comment dirais-je, de l'éditeur londonien qui avait souhaité couper quelques passages. Alors, si on fait le résumé, nous faisons connaissance d'Ishmael qui arrive à New Bedford dans l'intention de s'inscrire sur un baleinier. La ville est bondée, Ishmael atterrit dans une auberge où il doit partager sa chambre avec un harponneur polynésien tatoué de la tête aux pieds, Quick-Egg. Le lendemain, tout le monde assiste au serment d'un prêtre parlant de Jonah, un personnage de la Bible qui a fini dans le ventre d'une baleine. Et plus tard dans la journée, dans la petite ville de Nantucket, il trouve un sang de Borolé à bord du Pequod. Avant de partir, il croise un homme étrange nommé Eli qui prophétise leur mort s'ils montent à bord de ce navire. Mais le jour de Noël suivant, le Pequod quitte le port avec Ishmael et Quick-Egg à bord, et le navire commence sa longue chasse à la baleine. C'est bizarrement la fin de la partie d'exposition. Le lecteur n'en a pas l'impression, pourtant la trame est en place. On attaque le cœur du roman. Et pourtant les 2 personnages principaux du roman, Achab et Moby Dick, ne sont pas apparus. À peine en a-t-on parlé. Mais déjà leur ombre suit la destinée tragique du baleinier. La première partie du roman est le prétexte pour Ishmael de parler de son amitié avec Quick-Egg, de la vie à bord d'un baleinier, de classification de toutes sortes de baleines. On découvre la fraternité réunissant les marins pêcheurs et par-dessus tout la plus grande fraternité qui lie les harponneurs à bord d'un baleinier. Caste dans une casse, c'est de eux dont dépend la pêche, et la paye au retour du port. Mais peu à peu, Ishmael découvre une histoire cachée, une sombre histoire qui s'attache au Pequod, au point que les navires traînent une sombre réputation. Habilement, Achab me paraît pas tout de suite, mais il est partout. Surtout par le bruit que fait son pilon de bois en marchant sur le sol, en bois également. Et quand enfin il apparaît sur le pont arrière, il annonce qu'il est prêt à se venger de la baleine blanche qui a pris sa jambe jusqu'au genou et lui a laissé une prothèse façonnée à partir de la mâchoire d'une baleine. Achab donnera au premier homme à apercevoir Moby Dick un doublon, une pièce en or, qu'il va clouer sur le mât.
Starbuck, son second, objecte qu'il n'est pas venu pour se venger, mais pour le profit. Mais le but d'Akab exerce un mystérieux sortilège sur Ismaël. C'est le signal que nous entrons insensiblement dans la seconde partie du roman. Les scènes de pêche se succèdent, mais c'est surtout la haine de Moby Dick que ressent Akab dont il est question. Et on se surprend à la fois à espérer et à craindre cette rencontre. Car Moby Dick n'est pas n'importe quelle baleine. Surnommé la baleine blanche, c'est un gigantesque cachalot, gros comme une montagne, qui, à la différence de ses congénères, se défend pendant les parties de pêche, détruisant les canots de pêche, les baleinières, frappant de cette terrible queue la surface de l'eau pour écraser les survivants qui flottent ici et là. Alors que le Péquod s'approche de l'équateur, un typhon impressionnant attaque le navire. La foudre frappe le mât, mettant le doublon et le harpon d'Akab à la lueur de feu follet. Akab prononce alors un discours sur l'esprit du feu, voyant la foudre comme un présage de Moby Dick. Starbuck, lui, voit la foudre comme un avertissement et se sent tenté de tirer sur Akab avec un mousquet. Mais il n'en fera rien. Enfin, c'est la rencontre. Le premier jour de la poursuite, Akab sent la baleine. Il grimpe au mât et aperçoit Moby Dick. Il réclame le doublon pour lui-même et ordonne à toutes les baleinières de prendre la mer, sauf celle de Starbuck, son second. La baleine s'attaque au bateau d'Akab, à la baleinière d'Akab, la coupant en deux et jetant le capitaine à la mer en dispersant l'équipage. Le deuxième jour de la poursuite, Akab laisse à nouveau Starbuck en charge du Péquod. Moby Dick écrase les 3 bateaux qui le cherchent et emmêle leurs lignes. Akab est sauvé, mais sa jambe d'ivoire est perdue. Starbuck supplie à nouveau Akab de renoncer, mais Akab promet de tuer la baleine blanche, même s'il doit plonger à travers le globe lui-même pour se venger. Le troisième jour de la poursuite, Akab aperçoit à nouveau Moby Dick à midi, et aussi des requins qui apparaissent également. Il fait descendre sa baleinière une dernière fois, laissant à nouveau Starbuck à la charge du Péquod. Moby Dick, habilement, évite les 3 baleinières de Akab et s'en va s'attaquer au Péquod en le détruisant, en le faisant une brèche et en le détruisant littéralement. Puis il détruit 2 baleinières. Possédé, alors là je cite, possédé par tous les anges déchus, Akab plante son harpon dans le flanc de la baleine. Moby Dick frappe le baleinier, jetant ses hommes dans la mer. Seul Ismaël n'est pas en mesure de retourner au bateau. Il est laissé dans la mer et est donc le seul homme d'équipage du Péquod à survivre à la rencontre finale, car la baleine attaque désormais le Péquod et détruit définitivement le Péquod. Il n'y a plus de survivants. Les rares survivants, c'est Akab et sa baleinière. Moby Dick se retourne, se dirige vers Akab qui va à nouveau la harponner. Ce faisant, la ligne s'en mêle et Akab se penche pour la libérer. Et la ligne passe autour du cou d'Akab, et tandis que la planète frappée plonge, le capitaine est tiré au fond des mers. Puis Moby Dick revient, tuant tout le monde. Le capitaine est lié par la ligne sur le corps de la baleinière, et son avant-bras seul, libre, fait des légers mouvements comme s'il invitait les derniers survivants à le suivre au fond des mers. Quelqu'un avait construit un cercueil à bord du navire, et c'est la seule chose qui va s'échapper du vortex lorsque le Péquod coule. Et pendant un jour et une nuit, Ismaël flotte dessus, jusqu'à ce qu'un autre baleinier le sauve. Je vous l'ai dit, la seule adaptation cinématographique, il y a eu des adaptations cinématographiques, mais la seule qui compte vraiment est celle de 1956. Elle n'est pas la seule, c'est vrai, mais parce qu'une version assez récente a été tournée. Mais le film de 56, ce qui m'a servi à plusieurs reprises pour illustrer mon propos, est un vrai chef-d'œuvre. C'est un film de John Huston, avec en premier rôle Gregory Peck, et le scénario est de Ray Bradbury. On peut difficilement faire mieux avec des noms pareils.
Il faut voir ce roman comme la lutte de puissance à puissance entre l'homme, seul maître à bord après Dieu, le capitaine d'un navire, contre le plus gros animal vivant sur Terre. Haine humaine contre fureur primale. Et pour finir, la lutte presque fatale à l'homme qui affronte sa némésis.